Bonjour Roland Laurent Tonéikès. Carole Laye, bonjour. Marc Goudjanou, bonjour à ceux qui nous suivent et qui nous suivront plus tard. Voilà, bonjour Marc Goudjanou. Bonjour Carole Laye, bonjour à mon très cher Roland Laurent Tonéikès. Bonjour à tous les amis téléspectateurs et auditeurs de la 102.3. Nous parlons de quoi ce matin? On parle de tout et rien. Nous n'allons plus revenir sur le drame que nous subissons depuis quelques jours parce qu'on Pas que nous subissons. Que nous avons subi. Bon. Précisément. Ah oui, parce que... Justement, il y a encore les émotions, il y a également la tristesse qui nous anime. Oui, assez triste, mais bon, écoutez, on va continuer de dire condoléances aux familles éplorées et puis repos aux âmes des disparus. Et rappeler une fois encore que sur nos axes routiers, il ne faut pas attendre l'État. Prenez conscience de votre vie. Tout ce matin, fort heureusement, c'est Marc et moi qui sommes venus ensemble. On a vu les bus rouler à une allure, à une vitesse assez raisonnable ce matin. Je dis, oh là là, tous les bus, je vous assure, tous les bus de parce que c'est encore frais dans les mémoires. Oui, la vitesse ce matin quand même, j'ai été surpris de voir les bus circuler à cette vitesse ce matin. Mais c'est vrai que, vous savez, il y a le commissariat de Glodibé qui est devant là, donc peut-être avant ça, on va faire l'effort de ne pas tomber dans le piège, parce que la police va traquer ces derniers jours véritablement. Le temps qu'après, on oublie ça et qu'on passe encore aux mauvaises habitudes, aux vieilles habitudes. Mais je voulais en appeler à la conscience de chacun de nous. Je continue de le dire, comme je l'ai dit hier, ce n'est pas l'État qu'il faut attendre. Dès lors que vous avez la possibilité de faire attention sur nos axes routiers, faites attention et priez Dieu surtout. Parce que quand je regarde tout ça, je me dis attention. Parfois aussi, ce n'est pas vous qui créez, comme ce qui m'est arrivé. C'est juste quelqu'un qui vient vous foutre dans une situation d'accident et puis après, plaise à Dieu, vous en sortez indemne. Mais parfois, il y a des gens qui périssent. Donc du coup, vous-même, vous pouvez circuler normalement, respecter le code de la route. Et c'est peut-être un quidam qui n'a pas pris conscience de ce que, oui, quand on sort de la maison, il faut rentrer sain et sauf pour sa famille et qui va vous mettre dans des situations difficiles. Donc faisons attention une fois encore, faisons attention. Mais n'oublions pas de prier Dieu pour avoir sa miséricorde. Vos condoléances, Marc Goudjanou, vous n'étiez pas sur le plateau hier. Rapidement, avant qu'on aborde le premier sujet de ce matin. Oui, c'est encore un autre drame qui vient de secouer le Bénin également, sûrement les pays voisins, parce qu'il faut remarquer que ce bus de STM ne contient pas forcément que des Béninois, donc sûrement d'autres confrères en tout cas d'autres compatriotes de la sous-région comme le Niger, le Mali et pourquoi pas le Burkina également. Donc j'espère que dès la finition des enquêtes, on pourra quand même déterminer la cause et également faire la répartition des différentes nationalités qui ont pu, en tout cas qui ont péri lors de ce drame-là. Condoléances à toutes ces familles-là. Sûrement qu'il y en a qui ont déjà traversé la frontière pour pouvoir venir voir si leurs parents figurent dans la liste des corps qui ont été repêchés. Voilà qu'il y a encore d'autres corps qui n'ont pas pu être repêchés là. Et donc, du coup, c'est vraiment un drame. Et puis, ça rappelle la prise de conscience au niveau des conducteurs de bus, pas seulement de bus, mais tout véhicule. Que ce soit motocycliste, que ce soit de la route, de pouvoir faire très attention parce que c'est en fraction de quelques secondes que les drames viennent, le pire arrive et on ne peut plus faire marche arrière. La vie, ça n'a pas de bonus. C'est une fois et c'est fini. Merci à vous. Nous allons aborder donc le premier sujet de cette émission. Il s'agit de la course à la Marina de 2026. Les députés LD exclus du jeu présidentiel. J'estime que ce titre a été plus ou moins débattu sur ce plateau. J'ai comme l'impression que nous inspirons nos quotidiens également. Mais je vous donne la parole sur le sujet, Roland Laurent Tonéikès. Pourquoi cette précision que vous avez faite? Bon, de toute façon, moi je crois que oui, on en a parlé. C'est ce que je constate. Bon, c'est vrai qu'on en a parlé, je crois, il y a 2 mardis avec Marc Goudjanou sur ce plateau, on en a parlé brièvement. Oui, évidemment, la question du parrainage, je crois que je l'ai dit sur notre plateau, j'ai suivi un aîné de la presse écrit un article pour s'en prendre à ce qu'on a dit. Bon, écoutez, chacun a sa compréhension de la langue française et chacun a sa compréhension, en tout cas sa manière de faire les analyses, en tout cas de comprendre les choses, d'exposer les faits. Je pense véritablement que oui, bon, je crois que
je reprends encore ce titre-là. Eh bien, je pense que oui, véritablement, quelqu'un m'en a parlé. Non, mais quand vous vous exprimez régulièrement, il y a parfois ce titre-là qui arrive là. Et donc, ceux qui s'en est pris à moi sur les réseaux sociaux n'ont qu'à comprendre que oui, tout le monde en a forcément, ça partira avec le temps. Donc, je pense véritablement, une fois encore ce matin, et j'estime que ça va être la dernière fois. Oui, que cette affaire de parrainage, à proprement parler, peut constituer une barrière. Et donc, oui, aujourd'hui, quand on regarde formellement la question du parrainage et puis le temps d'installation du suppléant d'un député, parce qu'il faut saisir le Parlement, quitter, laisser un suppléant venir siéger, il faut que l'Assemblée nationale accueille le nouveau député qui est suppléant, désormais, qui pourra désormais siéger. Tout ça là, dans le temps de... On a déjà fini août, hein, donc septembre, et puis octobre, au point où il faut parrainer et aller déposer la candidature. Est-ce que formellement, c'est faisable? Et donc, oui, la première option pourrait être de faire en sorte que les députés soient forclos, en tout cas ne puissent pas être candidats. Sauf que quand vous regardez la liste des députés, vous avez vu, Martin Libre a publié une liste hier, et dans cette liste, vous allez voir Kamel Ouassangari qui est ambitieux, qui veut être candidat du Parti des démocrates. Il y a quand même Eric Kounete qui est là aussi, il y a Nourinou Achadé. Donc, tous les trois sont députés au Parlement. Est-ce que véritablement, ces gens vont renoncer à leur ambition parce que, oui, ils n'ont peut-être pas espoir que leur suppléant soit rapidement accepté dans une preuve télé au point de soit installé dans une preuve télé au point de leur permettre d'avoir le parrainage. Donc, l'un dans l'autre, bon, est-ce que les députés sont exclus? Je pense qu'ils ne sont pas exclus. Ça dépend de la manière dont le candidat, le parti va fonctionner. Maintenant, moi, c'est ma lecture. En parlant du parrainage, on ne parraine pas, on ne se parraine pas, on ne se donne pas à soi-même une caution. Maintenant, dans l'interprétation de la loi et dans la compréhension des acteurs politiques, ça peut être autre chose. Moi, ma manière à moi, je l'ai dit juste pour attirer l'attention des uns des autres là-dessus, parce que nous faisons des analyses, nous observons et puis nous attirons l'attention des uns des autres sur une situation qui pourrait advenir à tout moment. Donc, c'est peut-être que ma lecture peut être une lecture biaisée ou fausse lecture, mais attendons de voir. Mais si nous en parlons, c'est qu'il faut qu'eux-mêmes réfléchissent autour. Je sais que la question a été débattue au sein de leur cadre formel. Je ne sais pas ce qu'ils ont tiré comme conclusion. J'ai eu vent de ce que ça devait être débattu au cours d'une de leurs réunions. Je ne sais pas formellement ce qu'ils ont pu décider par rapport à ça, mais ils devront comprendre qu'à ce niveau, faire attention. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Marc Boudjama. Oui, c'est vrai que cette question, ça me fait vraiment réfléchir à quelques ajustements au niveau du parti les démocrates qui est concerné par ce type de problème lié au parrainage. Parce que lorsque vous avez 28 députés et que pour le parrainage, vous avez besoin également de ces 28 pour être parrainés, pour aller aux élections. Et donc, ça pose un problème lorsque, dans les dispositions, on ne vous permet pas en réalité de vous parrainer vous-même lorsque vous êtes candidat. Et donc, il se peut que des députés, d'accord, des démocrates soient quand même écartés, d'accord, en tant que parrain, dans la mesure où, Laurent l'a expliqué tout à l'heure, le député peut décider de démissionner, d'accord, ce qui fait que je ne partage pas forcément l'avis du journal qui dit qu'ils sont exclus d'office du jeu électoral, du jeu présidentiel, parce que si éventuellement le député écrit une lettre qu'il adresse au président de l'Assemblée nationale et qui demande sa démission, je pense que déjà avec la constatation de l'Assemblée nationale, déjà il n'y a pas un délai normal défini par la loi qui doit quand même permettre à ce que son suppléant également prenne sa place. Et donc, pris ainsi, c'est que ça permet quand même à un député, des démocrates, d'être toujours candidat s'il le désire. La nuance, c'est que forcément, ça va créer, ça va enlever le suspense. Peut-être que les démocrates ont gardé juste là, autant que les partis de la mouvance présidentielle, le suspense selon lequel il fallait quand même déclarer son candidat, peut-être à la dernière minute, pour quand même essayer de ne pas déclarer tout le jeu politique qui reste autour du choix présidentiel, du choix du duo présidentiel pour les élections. Parce qu'on sait déjà qu'il y a une méfiance au niveau des grands partis de la mouvance présidentielle et les opposants
où on ne sait pas qui sera le premier à pouvoir déclarer son duo de candidature. Et donc tout le monde est dans cette méfiance-là. Et donc du coup, si éventuellement un député ou deux députés décident peut-être à démissionner pendant cette période, par exemple avant les élections, ça pourrait donner un signal du fait qu'il y a ce député-là qui veut être peut-être candidat ou bien peut-être vice-président. Mais politiquement parlant, c'est encore faisable pour que ça soit également un jeu politique, parce que lorsque j'analyse, on peut bien vouloir faire démissionner un député et son suppléant prend sa place pour pouvoir faire le parrainage, mais in fine, on va constater qu'en réalité que ce député ne sera plus candidat et donc il y a un autre candidat qui est proposé alors que toute l'attention serait concentrée, orientée vers ce député qui a démissionné et qu'on pourrait dire que ce serait l'éventuel candidat des démocrates ou bien peut-être deux députés qui vont démissionner et leurs suppléants vont prendre la place et on se dirait peut-être que c'est le probable candidat au présidentiel, alors que ça pourrait être également un jeu politique pour pouvoir quand même désorienter tous les calculs politiciens qui peuvent quand même venir à ce niveau-là. Et donc, je pense que tout est encore possible. Tout est encore possible au niveau des démocrates. Ils ont assez de têtes pensantes qui peuvent quand même réfléchir à toutes les stratégies et à toutes les possibilités en vue quand même des élections qui viennent. Parce que j'en ai vu, j'ai pu lire que le porte-parole des démocrates a pu crier depuis le Ghana qu'il y a encore des bourreaux d'étranglement en ce qui concerne la liste électorale. Et donc, du coup, c'est à eux de réfléchir pour voir en réalité lorsque nous serons face à tel obstacle, quelle est l'issue qu'on pourra s'offrir et non attendre forcément que les autres qui sont déjà, je dirais, dans le siège du pouvoir et qui ne veulent pas laisser le pouvoir et qui parlent d'une continuité possible, ne vont pas leur laisser la tâche facile. Et donc, ça les amène à réfléchir jour et nuit pour pouvoir voir par quel mécanisme ou bien par quelle stratégie ils peuvent quand même essayer de rendre ce jeu présidentiel un peu démocratique pour nous. Nous ne le disons pas forcément parce que nous supportons un camp contre un autre, non. Pour la vivacité de la démocratie et pour le jeu démocratique. Nous sommes tous des anti-talents. Ouais, bon, n'en déplaise, c'est vrai que généralement, pour ceux qui, bon, ils ont leur propre opinion, hein, parce que nous venons ici analyser, donner nos opinions, et quand il y a des sujets d'intérêt général, par exemple des sujets où nous devons faire des analyses objectives, on sait déjà que ça doit fâcher. Ça doit fâcher plus d'un, ça doit fâcher quelques fans, d'accord, du pouvoir en place qui quand même profitent également du système. Et donc, c'est normal que ça les fâche. Nous sommes dans notre rôle et on sait déjà qu'en opinant à chaque fois, ça ne va pas forcément plaire à tout le monde. Et nous le savons avant de pouvoir le faire. Des idées jetées. Et donc, c'est des idées jetées pêle-mêle. Et donc, chacun a son analyse. Et donc, j'éveille toujours la conscience de ces acteurs, des démocrates, par exemple, à pouvoir quand même mieux s'affiner, mieux s'apprêter quand même pour pouvoir proposer de meilleures solutions. C'est vrai qu'ils n'ont pas besoin d'étaler toute leur stratégie sur la place publique, ne pas vouloir peut-être faire des conférences de presse pour pouvoir dire tout ce qu'ils pensent de ci ou de ça, vu les enjeux qui viennent. Mais néanmoins, qu'il faille quand même qu'ils prennent conscience en réalité de tout ce qui peut se faire d'ici 2026, avant les élections. D'imaginer toutes les possibilités, pour tautologie possible. Et donc, c'est à eux quand même de pouvoir nous permettre également, à la population, de pouvoir faire un choix par rapport à leurs idées, par rapport aux idées des autres également, par rapport à la stratégie que mettront en place chacun, de pouvoir trouver une autre stratégie de contre-attaque pour pouvoir mieux exprimer quand même tout ce qu'il veut comme volonté en ce qui concerne leur classe politique. Donc chacun est libre de son destin. Le destin du peuple, c'est de pouvoir aller choisir lors des élections son candidat pour l'avenir de son pays. Le rôle également des politiciens également à leur niveau, c'est de pouvoir faire en sorte que ce jeu démocratique existe et de jouer leur partition pour qu'à la fin, ils ne puissent pas toujours se résumer en victimes
pour qu'à chaque fois on dise bon, on nous a fait ci, on nous a fait ça. Mais en ce moment, à quoi est-ce que vous étiez en train de réfléchir lorsque je sais que en quittant ici, Carole va me mettre des barrières sud dans les escaliers? Pourquoi ne pas continuer de prendre par la porte du bas? Et donc ça fait partie également des stratégies. Il faut des anticipations. Et c'est ce qui manque généralement à nos politiciens. Ils n'anticipent pas trop, ils ne réfléchissent pas trop loin pour imaginer toutes les possibilités, alors que vous avez en face une machine qui est très rusée. Voilà, la prise de parole de mon confrère m'amène à poser cette question. Votre confrère, vous parlez de qui? De Marc, okay, c'est vous, mon collègue. Quels sont les scénarios possibles si le parti, les démocrates, ne parvient pas à réunir les 28 parrainages? Bon, j'ai lu la déclaration d'un député qui dit qu'ils sont en train de tenter de débaucher un candidat, un élu du parti Les Démocrates. Et je crois que c'est le député Midefi de Soava qui parlait en ces termes. J'ai lu ça rapidement en flash dans un groupe WhatsApp hier. Et je crois que oui, écoutez, c'est une stratégie politique. J'ai rappelé ce qui s'est passé sous la gouvernance, en tout cas avant que l'oncle de quelqu'un sur ce plateau ici ne soit élu maire de la commune d'Abou-Calavi. Donc oui, évidemment, on a dû enlever quelqu'un pour le cacher à Boycon. Est-ce qu'on l'a enlevé ou bien volontairement lui-même a décidé d'aller se cacher pour ne pas venir? Ne défendez pas. On ne l'a pas enlevé, au fait, pour rappeler l'histoire. Ne défendez pas votre oncle personnel. Non, pas du tout, on ne l'a pas enlevé. D'accord, ok, merci. Ça a été un jeu politique, il a disparu. Il a disparu. Pour aller se cacher en attendant que les élections car vous comprenez très bien. Donc, en plein processus pour choisir un maire, un conseiller élu qui pourrait faire jouer, en tout cas balancer, quand il balance d'un camp, d'un côté, c'est que ce camp gagne. Donc il a disparu volontairement, et donc avec tous les moyens à disposition. Et c'est quand on a fini, il a laissé procuration, c'est quand on a fini qu'il est revenu. Donc au fond, le parti des démocrates qui a eu bon, père à l'âme de l'ami du crédit des travaux. Hein. Père à l'âme de ce conseil également. Père à l'âme de ce conseil également. Ético, évidemment. Donc, oui. Et donc, oui, les démocrates avaient eu députés juste. Et fort malheureusement, une petite erreur peut leur être fatale. Et puis, leur être fatale, et sachant très bien que d'autres personnes seront prêts à jouer le rôle de la candidature de l'opposition, comme on en a vu en 2021, hein, avec les deux duos que nous connaissons, l'autre qui s'acharne contre l'ancien président Boniaï tous les jours aujourd'hui, et l'autre qui est quand même assez modéré ces temps-ci, mais qui va chercher son parrainage dans la mouvance également, parce qu'il n'a que 6 mai. Donc quand vous regardez ces exemples-là aujourd'hui, vous posez la question de savoir si véritablement les partis démocrates, pour aller aux élections, c'est une crainte légitime, hein, parce que les acteurs politiques ne sont pas à tous les coups fiables. Je sais que l'ancien président Boniaï a mené des initiatives pour les contraindre et les amener à jurer qu'ils seront fidèles à la formation politique en mettant à disposition leur parrainage. Sauf que nous sommes sur un terrain politique, tous les coups sont possibles. J'ai rappelé il y a quelques jours ici le cas de Kakabe en Côte d'Ivoire, qui a dû trahir toute l'opposition ivoirienne pour se retrouver candidat face à Alassane Ouattara pour valider la candidature de Alassane Ouattara. Donc valider les élections, Ouattara est élu, on l'a nommé ministre de la Réconciliation, encore qu'il n'a pas réussi à réconcilier Gbagbo et Ouattara ou bien Issoro et Ouattara avant de partir. C'est pas évident, si vous avez été dans un jeu flou. On l'a vu au soir des élections aller pleurer pour rentrer dans son jet privé, je ne sais quoi, en pleurant, on l'a vu pleurer. Donc, tout ça, c'est un cinéma. Donc, les acteurs ici aujourd'hui, je ne sais pas combien on va mettre dans la balance et jusqu'à quand ils vont tenir bon. Jusqu'à quand. Et c'est ça le véritable souci qui pourrait être la situation du Parti des démocrates et notamment de certains qui les soutiennent. Moi, je pense que ce qu'on dit, c'est autant c'est valable pour l'opposition, autant c'est valable au niveau de la mouvance également. Hein. Parce que vous savez très bien qu'il y a des candidatures qui s'affrontent. Mais la mouvance a la majorité. Non, mais justement, quand la mouvance a la majorité, sachant très bien que quelqu'un peut avoir la confiance du chef pour être le dauphin, candidat dauphin, et sachant très bien que quelqu'un peut dire que je ne suis pas d'accord et réussir à avoir des parrainages également, puisqu'ils ont quand même des maires et ils ont des députés. Et si celui qui a la confiance du chef n'a pas l'accompagnement du président de son parti, il se peut qu'on ait un autre candidat
qui se retrouveraient à avoir les parrainages. Et parmi ces parrainages, il se peut que ces personnes qui sont candidats ou bien députés ou maires se retrouvent à être candidats et dieux de candidature, en tout cas colistiers. Et la même chose peut arriver à leur niveau également. Donc oui, mais puisque la loi, quand la loi reste muette souvent, elle profite au plus fort. Ça, il ne faut pas perdre ça de vue. Et quand la loi est muette sur des situations, elle est toujours favorable pour les plus forts, ceux qui ont les leviers en main. Donc, autant de choses sur lesquelles il faut quand même s'inquiéter et attendre de voir si véritablement les députés démocrates qui rassurent les gens que oui, ils seront soudés jusqu'à la désignation de la candidature avec tout ça. Et puis, la question du parrainage. Moi, je dis en fait, le souci pour la question du parrainage, c'est fondamentalement quoi? C'est-à-dire qu'il faut une session plénière. Et donc, au cours de la prochaine session, quand est-ce qu'il y aura session plénière? Quand est-ce que le nouveau député, le suppléant, sera installé? Quand est-ce que... Donc, dans ce délai-là, est-ce que raisonnablement, c'est faisable? C'est là l'inquiétude. Et l'autre chose aussi est que parmi tous ces députés, par exemple, lorsqu'on sait déjà qu'à l'orée de ces élections, on sent déjà qu'au niveau des députés des démocrates, il y a déjà des concessions qui ne veulent pas être faites parce que certains se disent que nous pesons dans la balance et on a besoin de notre parrainage. Donc, on veut déjà également pour les élections législatives qu'on nous reconduise d'abord dans nos conditions électorales pour qu'on soit encore élu député. Et donc, il y a ce type je dirais, de chantage en griffe qui se fait déjà entre ces députés de ce parti politique parfois. Et donc, moi, je me dis, si éventuellement on devait sacrifier, si éventuellement ce député ne sera pas forcément candidat, mais pour pouvoir jouer au jeu politique, on veut décider par exemple de le positionner, de le faire démissionner et de positionner par exemple son suppléant. Est-ce qu'il y a parmi ces députés, parmi eux, qui acceptera faire le jeu réellement? Qui acceptera faire le jeu si éventuellement il ne sera pas réellement candidat? Qui acceptera faire le jeu? Qui acceptera faire ce sacrifice-là? Alors que déjà... Les élus béninois sont tellement attachés à leurs intérêts. Voilà, et donc qui acceptera faire ce sacrifice-là? Et donc ça pose encore quelques interrogations au niveau du parti. Donc il faut dire que ce qui doit normalement faire le point fort de ces partis de l'opposition aujourd'hui, c'est de s'unir et de s'entendre sur un minimum. Et s'unir et s'entendre, ça répond également à des critères où, par exemple, on doit pouvoir se faire confiance. Ça veut dire que tout ce qui transparaît ou toute action que mène peut-être le président du parti ou mène peut-être un acteur clé du parti, par exemple, doit être reversé au sein du bureau politique pour que chacun soit au même niveau d'information. Mais lorsque parfois il y a des rétentions d'informations, il y a le climat de méfiance qui se crée. Et quand il y a ce climat de méfiance, vous ne pourrez pas demander à l'un ou l'autre, par exemple, de pouvoir faire le sacrifice. Il va dire, pourquoi moi? Pourquoi pas l'autre? Pourquoi c'est moi que vous avez choisi? Et donc, ce climat de méfiance doit disparaître en réalité s'ils doivent s'unir, d'accord, d'une même voie pour pouvoir aller à ces différentes élections aujourd'hui. Sinon, je pense que ce serait un échec à l'avance. Et donc, pour le jeu démocratique, pour en tout cas tout ce que nous on espère pour ces élections, pour qu'il y ait vraiment tractation politique, on ne voudrait pas avoir déjà à l'avance un parti qui ne pourra pas être représenté valablement, qui ne pourra pas représenter valablement les besoins également et les aspirations du peuple. Et donc, il reste encore à beaucoup réfléchir. Voilà, nous allons aborder un autre sujet, mais nous restons dans le domaine de la politique. Toujours, élection présidentielle de 2026. L'ANIP rassure sur la fiabilité de la LEI. L'ANIP rassure sur la fiabilité de la LEI. Oui, l'ANIP, c'est cette structure qui s'occupe de l'état civil aujourd'hui et qui met à disposition des citoyens, en tout cas de nos citoyens, le certificat d'identification personnelle. Je crois véritablement que, oui, dans une certaine mesure, oui, ils ont pour mission de fournir la liste électorale informatisée, mais aussi de nous rassurer sur... je ne sais pas ce qui vous fait sourire, Carole, parce que je dis, vous ne me voyez pas dans ma peau, c'est ça? Non, j'ai très mal. J'avoue que là, je suis très mal. Et donc, comprenez que je ne pourrais pas avoir
toute sa lucidité. Non, pas lucidité, mon tonus normal. Honnêtement, je souffre très très mal là où je suis et ma cancer quelque chose. Donc, comprenez que la NIP doit nous rassurer sur la fiabilité de cette liste, parce que cette liste a été le sujet de polémiques au point où les opposants ont demandé à ce que nous puissions faire l'audit. Et donc l'audit a été réalisé, on a pu voir l'assurance des experts également et les inquiétudes des experts. Mais sur la question du retrait des personnes décédées et sur un certain nombre de problèmes reprochés à cette liste par le passé, il est de bon temps que la NIP sorte de ses murs pour nous rassurer de ce que oui, tout est bon et que tout se passera pour le meilleur, pour le mieux possible. Donc véritablement, je pense que c'est une bonne initiative de nous rassurer. C'est vrai que j'ai lu quelque part où, pourquoi est-ce que c'est la NIP qui le fait, mais c'est la NIP parce que demain, si je constate que mon père à son âme mort en 2009, son nom figure dans la liste électorale, je crois que je m'en prendrai à la NIP pour dire mais qui est venu enrôler mon père qui est mort depuis 2009 sur la liste. Si je vois ma tante décédée l'année passée encore son nom sur la liste, je m'en prendrai à la NIP. Donc c'est normal qu'ils viennent, et même ma tante une tante qui est décédée il y a quelques jours également, si je vois son nom, je m'en prendrai à la NIP. Donc il va falloir que, puisque aujourd'hui les décès, en tout cas pour ce que je sais, sont déclarés. Et dès lors que les décès sont déclarés, on doit pouvoir estimer les morts de cette liste-là. Et donc cette assurance vient à point nommé. Attendons de voir comment est-ce que ça va être la suite. Marc Goudjan. Oui, je pense que cette séance est très importante. Importante parce que il faut que les partis politiques prennent connaissance réelle, une connaissance réelle, par exemple, de toutes les dispositions que doivent prendre les électeurs. Et ce sera eux, à leur rôle, par exemple, d'aller également sensibiliser les électeurs à divers niveaux. Et c'est le même rôle que doit faire la société civile, qui doit être neutre et qui doit également participer à pouvoir sensibiliser les uns et les autres pour que l'on ait un fort taux de participation, par exemple, aux différentes élections. Pas comme ce à quoi on a assisté aux dernières élections. Et donc, il faut que chaque citoyen se sente concerné par le jeu électoral. Et ça passe également par la transparence au niveau de ces différentes dispositions pour montrer également en réalité les pièces qui rentrent en compte, par exemple, lors de ces élections, à quelle date il faut parfois actualiser les fiches, à quelle date la liste sera déposée au niveau de la Sénat, par la NIP, et également permettre aux citoyens de leur faire comprendre également qu'ils ne pourront pas, pour ceux qui n'ont pas pu s'enrôler, d'accord, qu'ils ne pourront pas le faire à partir du 28 septembre. Et donc, s'ils ne peuvent pas déjà le faire à partir du 28 septembre, il faut qu'ils comprennent que s'ils n'ont pas fait l'enrôlement et que leur parti politique puisse leur expliquer que ceux qui n'ont pas fait l'enrôlement puissent commencer par le faire dès maintenant et ne pas attendre le dernier délai pour dire que on ne nous avait pas averti, mais juste après cette date, par exemple, on refuse de nous enrôler alors qu'on veut bien sûr participer, aller voter, aller aux élections. Et donc, ça pose un problème de communication et de sensibilisation qui doit toujours continuer, d'accord, pour pouvoir permettre à la population d'être au cœur de l'information. Et ce travail que fait la NIP ne doit pas se résumer seulement aux partis politiques, ni seulement à la société civile. Mais ils doivent commencer également par envoyer des représentants sur les différentes chaînes de télé, de radio également qui existent, et prendre également par les journaux pour assez communiquer. Ils doivent définir un chronogramme où ils doivent parfois donner des dates précises, des dispositions précises suivant telle période pour que l'information aille à tout le monde. Parfois, tout le monde ne suit pas, tout le monde ne suit pas la télé, tout le monde ne lit pas les journaux. Il y en a qui sont dans des zones reculées et qui ont des radios communautaires et qui ont besoin, par exemple, d'entendre ou bien d'avoir ces informations dans leur langue locale pour pouvoir mieux comprendre l'enjeu. Et donc, ça reste à faire, on doit aller au-delà de ça. Mais pour les informations qu'on a déjà, il faut que ces partis politiques également servent de relais, d'accord, à la NIP pour que l'information aille jusqu'à leur base, pour qu'ils puissent savoir en réalité que avoir gagné les élections également, c'est une question de stratégie, c'est une question d'électorat également. Et l'électorat doit être assez informé pour se mettre dans la disposition de pouvoir réunir toutes les pièces qui sont nécessaires pour aller voter. Par exemple, il y a une pièce, par exemple, que l'ANIP vous délivre souvent, le C'est moi, qui est à 0 francs.
qui est à 0 francs par exemple, qui fait office également de pièce pour aller voter. Et il faut que les citoyens également soient informés de cela pour pouvoir quand même savoir que pour pouvoir avoir cette pièce par exemple, ils n'ont besoin de rien dépenser, il faut qu'ils aillent se faire enrôler et demander alors cette pièce à travers les différents sites, les différents canaux par exemple numériques qui existent et qui sont mis à la disposition par l'ANIP pour pouvoir leur permettre par exemple d'avoir accès à ces pièces-là. Voilà, Roland Tonné-Ikes, l'ANIP en tant que structure sous tutelle gouvernementale peut-elle garantir une totale neutralité selon vous? Écoutez, c'est ça qui avait amené l'inquiétude de l'audit. Et donc, si les experts ont été commis, c'est pour cette tâche-là et qu'ils ont déposé le rapport et on a pu voir qu'il y a plus de peur que de mal, je pense qu'il faut croire à la fiabilité. Faire confiance. Faire confiance aujourd'hui. C'est vrai que, oui, l'ANIP est sous tutelle de la présidente de la République. Et c'est vrai que le directeur général de l'ANIP a été nommé par le président de la République. C'est autant de choses qui pourraient prêter à confusion ou à polémique. Mais si vous avez... Les gens ont demandé l'audit, que l'audit a été réalisé et qu'on a eu les recommandations des experts, pourquoi continuer à encore se plaindre ou à suspecter? Non, je crois qu'il faut passer à autre chose. On a maintenant besoin de penser à autre chose, notamment la fiabilité des élections, à proprement parler, la transparence, l'inclusivité des élections, parce que, oui, c'est un danger également qui guette. On a parlé des parrainages maintenant, donc il peut y avoir cette situation où des gens, toutes les manœuvres sont possibles pour exclure certaines listes des élections, ou alors, évidemment, au thème des élections, comment est-ce que les urnes seront sécurisées, les suffrages seront sécurisés. C'est à cela qu'il faut maintenant travailler, plutôt que de passer encore du temps sur une liste électorale. Je crois que ceux qui ont des craintes doivent pouvoir travailler à les sensibiliser davantage leurs militants sur le terrain, les aider à sortir pour aller avoir leur carte, celle dont parle Marc Oudjanou, c'est moi. Cette carte qui est appelée, c'est moi, parce que vous avez votre photo, non, toutes les informations. Ou alors, ceux qui ont leur CIP, qu'ils essayent de renouveler leur CIP ou bien d'aller tirer leur CIP, ça ne coûte pas grand-chose. Et c'est les députés, ceux qui sont de l'autre côté, parce que la mouvance, j'ai toujours montré une image en caricature pour dire, écoutez, quand vous regardez 2016, 2019, 2020, 2021, 2023, il y a un certain nombre d'électeurs qui sont fidèles à la gouvernance de Patrice Talon et qui, quel qu'en soit ce qui se passe, quoi que vous disiez, iront aux urnes pour aller voter. Mais les militants de l'opposition, il y en a qui parfois ont des interprétations pour dire le jeu, les dés sont déjà pipés, c'est pas la peine d'aller aux élections. Et quand on se réfère la dernière fois à la déclaration du chef de l'État qui dit UPBR c'est la même chose, démocrate c'est la même chose, écoutez, j'appelle Boniaï régulièrement, on se parle et tout ça là. Dans l'opinion de certains Béninois, c'est comme s'il n'y a pas de différence. Et puisqu'il n'y a pas de différence, c'est que est-ce que c'est la peine d'aller voter? Et dans cette lecture et interprétation de cette déclaration, de ces faits politiques, qu'est-ce qui se passe? Il se fait que malheureusement, certains décident de ne pas aller voter. Et dès lors que plus de militants de l'opposition ne vont pas aux urnes pour aller voter, la grande partie de ceux qui sont au pouvoir, ils sortent pour aller voter. Et ça favorise le chaos. Parce qu'on a vu le chaos historique de Boniaï en 2011, où les gens disaient que non, comment vous appelez, la LEPI à l'époque, et que c'était pour favoriser la victoire de Boniaï. Et puis, les opposants avaient refusé de se faire enrôler à l'époque. Et qu'est-ce qu'on a pu observer? Ça a donné lieu au chaos historique de Boniaï. Et puis, pour 2021 également, on a pu voir quand le ravivement a commencé, un certain courant de l'opposition disait non, c'est pas la peine, je n'irai pas faire. Écoutez, c'est pour un chaos de Patrice Talon en 2021, pardon, n'allez pas faire au point où ils seront bloqués. Mais les militants sympathisants de Patrice Talon sont allés se faire enrôler, ils ont été enrôlés, ils sont allés aux élections
Et là, quand on voit le taux de participation des élections avec les candidats à faire valoir, je continue de le dire, on a pu voir que là, un second chaos est intervenu dans l'histoire politique du Bénin. Et pour éviter que ça arrive en 2026, il faut que les députés, les partis de l'opposition, toutes tendances confondues, pas que les démocrates, LFN, GSR, tout ce que vous voulez, MPL, qui est actuellement, je crois, en discussion avec le Parti des démocrates, sinon même que les discussions sont terminées, ils devront être ensemble pour les prochaines élections. Sauf que je me demande s'il y aura vraiment la sincérité dans les faits et dans les actes. Bon, mais il faut qu'ils aillent à l'assaut des Béninois qui n'ont pas encore leur carte et leur rappeler la nécessité d'aller voter, parce que dès lors que vous ne sortez pas pour aller voter et que les autres 7 militants sortent pour aller voter, le chaos sera encore historique pour la troisième fois dans l'histoire des politiques du Bénin. Pour l'éviter, c'est juste sortir et dire aux populations que rien n'est encore joué à l'avance. C'est à eux de déterminer. Marc Goudjanou, pour finir avec le sujet. Oui, il faut dire que, puisque lorsque je reviens à votre question sur l'indépendance de l'ANIP, par exemple, la neutralité. Oui, la neutralité de l'ANIP, je pense que c'est une question qui est très importante et que les acteurs politiques ont souligné régulièrement. Et c'est d'ailleurs ça qui a conduit à l'audit du fichier électoral. Et on a vu les insuffisances qu'il y avait au niveau du fichier électoral. Ce qui était bien et que normalement le gouvernement devait mettre en place, par exemple au niveau de l'ANIP, c'est que normalement il y aurait un système de contrôle, d'accord, d'audit permanent au niveau de l'ANIP, où l'ANIP devrait normalement fournir des rapports annuels, d'accord, qui seront évalués. Ce à quoi on n'a jamais assisté. Parce que lorsque vous avez cette entité, par exemple, qui est sous la direction de la présidence de la République, par exemple, c'est normal que tout politicien puisse avoir un regard un peu critique dessus. Parce que c'est cette même institution qui va fournir la liste électorale informatisée, qui va servir en réalité, sur laquelle la Sénat doit se baser également pour organiser les élections. Et donc ça pose un petit problème où normalement c'est qu'on pouvait faire en sorte que les membres qui composent cette ANIP par exemple puissent être quand même des membres qui puissent appartenir par exemple à différentes obédiences politiques. Par exemple, lorsqu'on assiste par exemple au niveau de l'arabe, je vous donne un exemple par exemple par rapport à l'arabe, où nous avons des acteurs de différentes classes, de la présidence, de l'Assemblée nationale, des professionnels des médias également. Et donc normalement, l'ANIP doit être quand même étoffée de telle sorte que tous ceux qui sont des acteurs de la vie politique du Bénin, que ce soit la société civile, doit normalement avoir un représentant qui doit être là pour pouvoir faire le suivi et le contrôle. Les partis de l'opposition doivent avoir également des représentants au sein de l'ANIP pour pouvoir faire le contrôle. Les partis de la mouvance également doivent avoir pour qu'on ait un contrôle permanent par rapport à tout le travail qui se fait. Parce qu'on parle d'un fichier de l'état civil du Bénin, mis à part les acteurs techniques qui doivent travailler sur le fichier, ils doivent avoir normalement, dans une belle démocratie, ce type de fonctionnement. Malheureusement, ce n'est pas à ça qu'on assiste. Et c'est ce qui a conduit malheureusement à ce qu'on demande forcément que le fichier soit audité. Et à partir de l'audit, nous avons vu les insuffisances qu'il y avait. Ça veut dire qu'il y avait forcément, il y avait mal donne. Si tout ce mécanisme avait été mis en place pour pouvoir montrer la transparence qui se fait au niveau de l'ANIP, on n'assisterait pas forcément à ce problème-là pour pouvoir quand même à chaque fois revenir sur le sujet. Donc ça revient aux dirigeants de penser pour l'avenir, de penser à réajuster les choses pour l'avenir, parce que il faut beaucoup plus de transparence liée à ce fichier-là qui concerne tous les Béninois et qui ne concerne pas non seulement la mouvance, non seulement l'opposition, non seulement la société civile, mais tous les Béninois pris ensemble. Voilà, dernier sujet à aborder dans la rubrique analyse de ce jour. Nous nous intéressons à présent à l'éducation. Les AME invités à confirmer leur disponibilité pour la rentrée scolaire. Votre lecture, Roland Laurent, Tonné-Ikes. Bon, je crois qu'il faut déjà quand même rendre hommage aux AME, aux aspirants au métier d'enseignant, qui ont fait un travail assez remarquable, même si formellement on ne le reconnaît pas, parce que je crois qu'au thème de chaque année scolaire, il faut désormais remercier ces personnes-là
qui ont accepté accompagner le régime, accepté se mettre au service de la nation en formant nos enfants. Et quand vous regardez les résultats de nos enfants, notamment dans les écoles publiques aujourd'hui, les AME ont commencé il y a, je crois, 5 ou 4 ans. Et donc, quand on regarde un peu la génération d'enfants qui ont eu le bac cette année, avec ce taux historique, quand même, il faut remercier les AME qui ont contribué à ce résultat et qui continueront certainement au cours de l'année scolaire 2025-2026 à produire également de bons résultats. Ceci étant, oui, leur disponibilité, je crois qu'ils vont manifester et faire part de leur disponibilité. Mais je continue de dire qu'il faut que l'État central, moi, je le dis et c'est mon avis, ça peut ne pas être l'avis des gouvernants, des gens qui étaient AME, parce que je suis aspirant journaliste à un moment donné, mais à un moment donné, dès lors que j'apporte mes preuves, c'est que je fais mes preuves, je ne suis plus aspirant, je suis journaliste. Donc les aspirants, à un moment donné, 1 an, 2 ans, et que 4 ans après, 5 ans après, on continue de les appeler AME parce qu'en fait, on ne veut pas les reverser, je crois qu'il y a un problème. À proprement parler, il faut désormais que ceux qui ont déjà fait 1 an, 2 ans, 3 ans, qui ont fait leurs preuves, on n'a même plus besoin de tests, comme j'entends dire qu'il faut leur faire des tests. Les gens, vous les avez recrutés, ils ont produit, ils ont fait des efforts, il y a eu des résultats qui sont là, non discutables. Vous voulez maintenant amener une question de tests parce que vous voulez écarter des gens? Non. Je crois qu'il faut véritablement leur donner un contrat maintenant. Leur donner un contrat pour qu'ils soient à l'abri. C'est vrai que l'État a mis en disposition, en tout cas, un avantage où les enseignants, les femmes ont les congés de maternité. Il y a un certain nombre d'avantages pour eux. C'est à saluer, mais il faut aller au-delà et leur donner une sécurité en termes de contrat. Parce qu'avec le contrat qu'ils ont, vous savez très bien qu'ils vous souviennent que des gens ont manifesté et se sont revus radiés. Et fort heureusement, ils ont été réintégrés, que ce soit au primaire ou au secondaire également, à saluer également, parce que oui, l'État finit par comprendre que ce n'est pas bien pour des questions de revendication qu'il faut radier les gens. Mais je continue de dire que s'il y a quelque chose qu'il faut faire aujourd'hui pour sécuriser l'emploi de ces personnes, leur donner une sécurité et leur reconnaître le sacrifice fait, le travail fait pour l'État, c'est de leur donner un contrat. Ne serait-ce que les transformer en agents contractuels de l'État d'abord, et après peut-être retrouver une autre solution. Je sais que la loi sur l'embauche aujourd'hui a pris par là, ou bien prend par là, avec la non-sécurisation de l'emploi pour les employés, au point où, oui, compte tenu de ça, ils sont des personnes vulnérables. Il faut qu'on sorte de ça pour des gens qui continuent de se battre pour la Mais selon vous, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui le gouvernement à procéder à ce reversement des AME? On vous dira qu'il n'y a pas l'argent. On vous dira qu'il n'y a pas l'argent. On vous dira qu'il n'y a pas l'argent. Que c'est un budget. Et souvent, quand les problèmes concernent les gens qui sont au bas de l'échelle, on fait rapidement le calcul pour dire ça doit coûter 12 milliards par an. On n'a pas, la trésorerie ne permet pas de supporter ça. Ça doit coûter 6 milliards par mois. Écoutez, ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable. Mais quand on veut acheter de nouvelles voitures haut de gamme pour parfois des cadres qui véritablement n'en ont pas pour autant besoin, l'argent ne manque pas. Quand on veut lancer les grands travaux, oui, l'argent ne manque pas. On s'arrange pour trouver des solutions pour ça. Je crois que c'est une volonté politique. Les gens utilisent ces arguments juste pour maintenir une certaine classe, une certaine partie de la population dans la dépendance totale. Parce que quand vous êtes à l'abri, vous n'êtes pas à l'abri de... Mais sous d'autres cieux, les enseignants sont les mieux traités. Oui, même le chef de l'État, je crois qu'il a fait une telle promesse, hein, que tous les gouvernants, d'ailleurs, quand ils viennent, ils font des promesses. Boniaï a fait des promesses. Fort heureusement, il faut avouer qu'il a fait un effort en donnant une certaine sécurité aux enseignants, en augmentant les salaires, un certain nombre d'avantages. C'est vrai qu'à son époque, les syndicalistes n'étaient pas satisfaits de ce qu'ils ont eu. Je crois qu'aujourd'hui, ils doivent pouvoir faire la comparaison rapide pour voir si Boniaï a fait des efforts pour eux ou pas. Mais je crois qu'avant de partir, Patrice Talon fera le geste nécessaire pour reconnaître aux enseignants leur mérite
à travers augmentation de salaire si possible, mais en confirmant les AME comme des agents contractuels, ne serait-ce que agents contractuels de l'État, leur donner une sécurité. Et puis, bon, ils ont, comme j'ai dit, il y a déjà des actions pour leur donner une sécurité, il y a l'assurance, tout ça là. Mais après tout, ils sont déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc, mais après ça, il faut aller plus loin. Et ça va permettre à ces enseignants de donner le maximum de... Il leur revient aussi également, parce que l'État fera son effort. On demande à l'État de faire un effort. Et je demande aux AME qui nous suivent également de faire davantage de sacrifices. L'enseignement, c'est un sacerdoce. Moi, je n'ai de cesse répéter et me rappeler de tous ces enseignants qui m'ont tenu du primaire au secondaire et même à l'université, qui ont posé des actes dans ma vie et qui sont restés gravés comme sur du marbre. Donc j'estime que des enseignants, notamment les jeunes frères qui sont dans l'enseignement, qui sont à AME, doivent comprendre que c'est un sacerdoce et tôt ou tard, vous avez toujours le mérite. Oui, je voudrais même déjà que vous commenciez déjà par citer quelques noms qui vous viennent à l'esprit, idée d'honorer quand même tous ceux qui ont contribué quand même à être l'homme que vous êtes aujourd'hui, à pouvoir être le journaliste pétri d'expérience que vous êtes. Si vous permettez, je le dis. Moi, je n'ai jamais de gêne à citer ces enseignants qui m'ont marqué. Je crois que la première personne, c'est mon professeur d'anglais en 6e. Quand j'ai été renvoyé du cours d'anglais en 6e, c'est lui qui a dit au comptable, cet enfant travaille, vous ne pouvez pas le renvoyer. Et il a payé ma scolarité en 6e, j'ai commencé à continuer les cours. Je rappellerai... Il vit? Il vit toujours de sa commande. Et je me rappellerai de mon professeur de français également, Davos Sébastien, qui est père de notre ancien collègue, rédacteur en chef, Loris Davos, son père qui m'a gardé en français également. Je me rappellerai de Tavi Bernardin. Je me rappellerai d'ailleurs même mon directeur au CM2 qui me tapait pratiquement quand je faisais des fautes en français. Si aujourd'hui j'arrive à m'exprimer un peu bien en français, ce monsieur y a contribué fortement, fortement. Et je me rappellerai de mon professeur de français en seconde, Madame Togono Hélène, qui m'a payé la scolarité en seconde quand j'avais été renvoyé également. C'est elle qui m'a payé la scolarité. Et rappelez qu'elle était sous handicap. C'est une femme handicapée, oui, mais qui m'a payé oui. ma scolarité en seconde quand j'avais été renvoyé. Je me rappellerai de mon professeur d'anglais qui est actuellement aux États-Unis, Charles Roumenou, qui m'a appris à jouer au Scrabble et qui devait me faire voyager aux États-Unis, mais j'ai renoncé à la il s'est fâché. La liste est longue. Non, c'est parce qu'il me demande que je le fais. Je pense que je me rappelle de toutes ces personnes-là. Rappelez-vous de moi aussi. Oui, non, mais responsable. Vous... C'était votre responsable. Oui, responsable. Oui. Qui ne fait ce que faisait chier à l'époque. Oui. C'est juste pour vous arracher un sourire, chers amis téléspectateurs. Je le dis pour que ces personnes... Non, vraiment, c'est un sacrifice. Oui, je le dis pour que ces personnes... Moi, je n'ai que des parents enseignants, donc... Je le dis pour que ces personnes qui nous suivent, ces enseignants qui nous suivent, comprennent comment est-ce qu'un acte peut impacter un enfant. Personne n'a Madame Rissino qui nous a gardé en philosophie et qui... Donc, il faut rappeler que moi, j'étais toujours votre meilleur en philosophie toute l'année. Donc, oui, c'est des choses qui nous ont marqués et ces enseignants nous ont marqués. Donc, il faut rappeler à la nouvelle génération d'enseignants que ce que vous mettez dans la vie d'un enfant, ça peut l'aider à se construire demain. Toutes ces personnes ont même permis, en 6e, l'autre m'a permis de rester en classe. D'accord? En seconde, quand je suis après le BPC, elle m'a permis de rester en classe, d'aller au cours. Sinon, j'allais peut-être abandonner. Aujourd'hui, si je suis sur un plateau, j'en parle, ces personnes ont été d'un coup assez essentiel. Je ne demande pas que les parents laissent leurs enfants pour demander aux enseignants d'aller payer leur scolarité. Non. Mais si vous avez la possibilité de le faire, n'oubliez toujours pas, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Voilà qui est dit. Moi, je remercierai tout simplement une seule personne, l'ancien directeur de mon école, Dossa Dansou, qui, après le décès de mon père, très tôt, oui, j'avais 13 ans ou 12 ans, je ne sais plus trop, ne m'a plus jamais renvoyé pour la pension scolaire, mais permettait... Dans ça de Zivier, là? Oui, permettait à ma mère d'échelonner, de payer par tranche et selon sa capacité. C'était beaucoup et ça m'a permis de suivre les cours, de finir mon cursus et d'entamer le cursus universitaire. Alors, si ce politicien d'aujourd'hui, enseignant et éducateur d'hier, des promoteurs d'école d'hier,
est en train de nous suivre ce matin, je lui rends un vibrant hommage. Oui, je n'oublie pas quand même, hein, mon professeur d'histoire géo, je l'ai toujours dit aussi sur le plateau, qui déjà en seconde disait à tous mes collègues, lui doit être journaliste, et après le bac voulait m'envoyer au CESTI. Mais il n'y avait personne pour me prendre en charge là-bas. Je n'ai pas pu aller au CESTI, mais fort heureusement, ceux qui voulaient que je sois, je suis devenu ce journaliste-là. Donc, monsieur Rebello. Oui, je n'oublie pas Charles Ligan, journaliste, aujourd'hui enseignant à l'université d'Abomey-Calavi, qui m'a également tenu en terminale et qui m'a permis de rentrer de faire mes premiers pas dans ce métier. Non, moi, je vais conclure d'abord pour vous remercier déjà. Parce vous ne l'occupez plus, hein, parce que le temps est parti. C'est moi qui ai voulu ouvrir cette brèche-là pour que vous puissiez quand même rendre hommage à tous ceux-là qui contribuent jour et nuit à hauteur de sacrifice pour être les hommes d'aujourd'hui, les hommes de demain. Moi, j'ai que des parents qui sont enseignants, ma mère et mon papa, ils sont tous des enseignants. Donc, hommage d'abord à eux. Salut au passage, monsieur Goudiano Évariste. Salut, maman Migan Marguerite. Ça, ce sont les premiers enseignants que j'ai connus. Et donc, je vais vous laisser continuer alors. Merci à vous sur ce plateau. Non, des enseignants, et le plus souvent, les enseignants des enfants récalcitrants. J'en ai en face de moi.